Je suis l'un des fondateurs de l'association Voiture Éco qui met en place des solutions de mobilité durable. J'en dis pas plus, si vous voulez plus d'infos, on en parle après. Je suis aussi un des fondateurs d'un cabinet de conseil qui s'appelle Mobility Plus et qui fait notamment beaucoup de plans de déplacement d'entreprise ou d'administration ou d'école. Par exemple, l'école, c'est amener les enfants à pied à l'école. Un truc totalement révolutionnaire, ultra technologique, très compliqué à organiser. J'en dis pas plus non plus. Simplement, pourquoi je vous disais ça? Simplement parce qu'en 10 ans, enfin maintenant ça fait 15 ans, je vieillis, de carrière, eh bien, j'ai parcouru la France et aussi quelques autres pays, et dans des milieux ruraux, périurbains, urbains. Et en fait, les problématiques qu'on rencontre sont quasiment les mêmes. C'est juste les pourcentages qui changent. C'est-à-dire que globalement, on a 91% des déplacements en France qui se font en voiture. Alors en centre-ville, ça va être évidemment un peu moins, voire beaucoup moins. Mais la problématique liée au déplacement, d'ailleurs Jean-Pierre Orfeuille en a parlé, la problématique liée à la place de la voiture dans les modes de déplacement et dans les mentalités, et c'est plutôt ça dont je vais parler, est la même. C'est-à-dire qu'on pense auto, on pense voiture, et on pense voiture à 4 places avec un coffre et si possible moteur à essence, mais ça commence à bouger un petit peu. Alors, je disais ça juste pour introduire, j'ai mis la somme de toutes mes réflexions, enfin on a été 3 dans un livre qui est ici, qui ne coûte que 12 € et dont j'ai quelques exemplaires avec moi. Je dis ça parce que comme j'ai que 10 minutes, voilà, j'en prends 20 secondes pour la pub. On peut les dédicacer, mais après. Voilà, ça c'était la base. Ouais. Ensuite, je l'ai déjà dit, 91% des déplacements en France, c'est en voiture. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la voiture, c'est un mode de déplacement qu'on a toujours, quand on la possède, toujours à disposition, puisqu'elle est à nous. Elle est toujours en bas de chez nous, enfin quand on arrive à se garer en bas de chez nous, mais en tout cas on sait où elle n'est pas très loin en général. Elle est facile d'usage pour ceux qui savent l'utiliser. Et notamment ceux qui n'ont pas de permis de conduire, comme ma femme, ils ne savent pas utiliser une voiture. Mais pour ceux qui savent l'utiliser, c'est évidemment facile d'usage. Et en face, tous les autres modes de déplacement sont compliqués. Savoir faire du vélo, c'est pas évident, il faut tenir en équilibre. Savoir marcher, c'est pas évident, il faut pouvoir. Savoir se repérer, enfin c'est ça, je vais vous montrer tout ça. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est de réussir à conjuguer l'ensemble des modes de déplacement face à la voiture qui, elle, vous amène quasiment partout. En plus, avec les GPS, vous n'avez même plus besoin de chercher à savoir comment on y va, vous dites juste où vous allez, et ça vous dit tournez à droite, tournez à gauche, ralentissez, attention, il y a un piéton. Et donc, en face, on a une multitude de modes de déplacement qui ne sont pas forcément faciles à utiliser. Et mon innovation opérationnelle de rupture stratégique, ça va être d'informer. C'est-à-dire informer sur comment utiliser ces différents modes de déplacement pour arriver à un niveau de résultat équivalent, voire supérieur, à celui d'une auto en possession propre qu'on a en bas de chez soi et qu'on peut utiliser quand on veut. La preuve que l'usage des autres modes de déplacement, et je les mets tous dans le lot, y compris les transports en commun, est compliqué, c'est que les transports en commun, tout le monde sait ce que c'est un bus, tout le monde sait ce qu'est un train, à peu près tout le monde sait ce qu'est un tram. Pourtant, 85% des déplacements faits en transport en commun sont faits sur un trajet unique et régulier. C'est-à-dire qu'en fait, on les utilise uniquement pour faire un trajet ou 2 trajets qu'on connaît. Mais on n'est pas capable de les utiliser pour d'autres occasions. Alors, je ne parle même pas des autres modalités dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Par exemple, régulièrement, on m'interpelle en disant « Ah, Vélib, c'est formidable, ça serait génial si ça existait la même chose pour les voitures. » 15 ans que ça existe en France, hein. Ça s'appelle l'autopartage. Mais j'en dis pas plus, on va en parler tout à l'heure. Mais personne ne le sait. Enfin si, combien? 50 000 personnes, 100 000 personnes à peu près? Bon. Alors, ça c'est le constat. Mon postulat, c'est que la mobilité n'est pas qu'une question de transport. Et justement, d'ailleurs quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la question c'est pas forcément l'infrastructure, c'est aussi les usages, les comportements, la perception qu'on a de l'environnement dans lequel on se situe. L'objectif, c'est d'obtenir du changement de comportement, c'est d'obtenir du report modal, on dit ça entre techniciens. C'est-à-dire que les gens utilisent le bon moyen de déplacement en fonction de leurs besoins. Premier axe nécessaire pour obtenir ce changement de comportement, c'est de montrer qu'il existe des alternatives. Je viens de donner l'exemple du Vélib et de l'autopartage. Les gens, en général, ne savent pas que ça existe. Et pourtant, c'est moins cher, la plupart d'entre eux, c'est souvent plus rapide. Le vélo, notamment en centre-ville, va plus vite que la voiture en général.
C'est meilleur pour la santé, ça fait moins de pollution, notamment quand on marche. Il paraît qu'on est en meilleures conditions si on fait 30 minutes par jour ou plus. Mais pour ça, donc pour montrer qu'il existe des alternatives, il faut une information en amont. Et par exemple, lors de lancement de nouveaux systèmes de mobilité, eh bien, il faut une grande campagne média. Vous avez probablement tous entendu parler d'Autolib à Paris. Mais qui connaît Autolib à Lyon? Il est dans l'autopartage, voilà. C'est-à-dire c'est l'équivalent de Autocool à Bordeaux. Il y en a un qui connaît dans la salle. Et pourtant Autolib à Lyon existe depuis 4 ou 5 ans. Personne n'en a jamais entendu parler. Il a fallu que ça arrive à la capitale pour qu'on en parle. Alors là, pour le coup, il y a eu de la campagne et de la campagne. Et pourtant, il n'y a que 12 000 abonnés. Donc bon, ça c'est après, il faut voir le rapport. Deuxième chose, c'est lorsqu'on utilise les modes de déplacement eux-mêmes, il faut trouver l'information qui permet d'utiliser ces modes de déplacement. Et par exemple, il faut pouvoir se repérer. Alors quand vous êtes dans les transports en commun, alors là je vous ai pris un réseau bien complexe, c'est-à-dire le réseau de l'Île-de-France, voilà la carte qui est proposée par la RATP. Voilà la carte qui est proposée par la SNCF. C'est le même réseau, mais ce n'est pas la même carte. Donc déjà, si vous êtes expert en lecture de cartes, vous avez 2 cartes à lire. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi les représenter comme ça, ou 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 encore comme ça, ou encore comme ça, ou encore comme ça, enfin voire comme ça, ou éventuellement comme ça, ou peut-être comme ça, ou encore, voilà, un dernier exemple de ce qu'on peut faire avec des cartes. Mais résultat, si vous cherchez un trajet que vous ne connaissez pas, il faut déjà comprendre où vous êtes sur la carte, ce qui n'est pas évident. Et en plus, en général, dans les villes, on vous donne des cartes qui sont comme ça, vous êtes à peine sur la carte. Ou comme ça, ou éventuellement comme celle-là. Et donc, c'est pas très pratique quand vous voulez aller, par exemple, sur cette photo, vous voulez aller au sud. Pour ceux qui savent que le sud est en bas de la carte, c'est pas évident de se retrouver, de savoir où est-ce qu'on doit aller. Et puis, le problème quand on donne des cartes qui sont pas lisibles, et notamment des cartes qui sont en 2 dimensions et à la verticale, c'est que ça donne ça. C'est-à-dire, on n'y comprend rien parce qu'on n'arrive pas à se représenter, 50% de la population n'arrive pas à se représenter les 3 dimensions à l'horizontale par rapport à une carte en 2 dimensions à la verticale. Donc voilà des innovations. D'ailleurs, il y a un truc super de l'autre côté de l'église, là, de la cathédrale, je ne sais pas ce que c'est, qui est juste là à la sortie. Il y a un plan en 3 dimensions et en 3 dimensions et à l'horizontale. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la fac de droit, c'est grâce à ce plan en 3 dimensions. Voilà le type d'innovation qu'on peut faire, c'est de donner des plans en 3 dimensions à l'horizontale qui permettent de trouver facilement son chemin. Ensuite, il y a évidemment des innovations comme celle-là, c'est-à-dire d'avoir des tableaux qui vous donnent pas seulement la destination finale, mais aussi des étapes intermédiaires, puisque souvent on vous dit, alors on va à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je ne sais pas si vous arrivez à l'aéroport de Roissy, par exemple, vous avez Saint-Quentin-en-Yvelines comme destination. Et les touristes qui sont là, généralement, ils disent, mais c'est où Paris? Comment on va à Paris? Parce que Saint-Quentin-en-Yvelines, ils ne savent pas ce que c'est, ça ne les intéresse pas. Voilà le type d'innovation qu'on peut faire. Autre innovation, alors ça c'est vraiment une innovation, c'est tout neuf, c'est des poteaux indicateurs dans les gares avec l'ensemble des destinations possibles, y compris les tout petits villages, et avec marqué quel train il faut prendre. Plutôt que de dire vous allez dans la destination 2, on vous dit vous allez à Gisors, vous allez sur le quai numéro 22 et le train est à 17h11. Et on s'en fiche où il va. C'est pas très important, il va à Gisors, moi je vais aller à Gisors, je m'en fiche qu'il aille à Verneuil ensuite, aucune importance. Autre innovation, alors là la RATP est un peu en retard parce qu'elle est encore sur le WAP, mais par exemple pour venir ici, moi j'ai utilisé mon téléphone intelligent, enfin c'est surtout moi qui suis intelligent parce que lui tout seul il fait pas grand chose, mais je lui ai dit voilà je suis à la gare, je veux aller à la fac de droit, et il m'a calculé l'itinéraire, en plus comme Bordeaux ou la Cube, je ne sais pas qui, en tout cas c'est très numérisé, donc ça calcule les itinéraires de transport en commun en même temps. J'ai pas eu besoin de me poser la question de quel tram, quel bus ou quoi je devais prendre, ça m'a juste indiqué, puis au moment où je devais descendre, ça clignotait en disant c'est là qu'il faut descendre. Voilà, et donc comme ça, j'ai pas besoin de savoir, j'ai même pas besoin de savoir lire en fait, si quand même pour écrire où je vais. Mais à partir de là, si on fait un système oral, on n'a même plus besoin de savoir lire. Voilà le téléphone intelligent. Autre possibilité, c'est les calculateurs d'itinéraires sur Internet. Donc là, c'est un complément du livre sur lequel, deuxième petite page de pub, sur lequel on a référencé l'ensemble des portails d'information multimodale. Donc vous tapez l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, et ça vous dit comment y aller. C'est formidable ces innovations, sauf que des fois, ça vous propose des trajets avec 5 correspondances. Et là, évidemment, quand c'est ça ne marche pas toujours. Donc il vaut mieux effectivement être capable ensuite d'analyser l'information. Mais c'est quand même une très très grande innovation. Alors tout ça, c'est très bien pour l'information.
pour savoir que ça existe, pour se dire que c'est possible, que c'est pas dangereux, qu'on risque pas de se perdre, enfin, etc., etc. Mais pour autant, il faut obtenir du changement de comportement. Et la technologie ne permet pas ça. La technologie, comme je disais avec mon téléphone, elle vous permet de... Ça existe, voilà. Mais après, il faut savoir l'utiliser. Et pour savoir l'utiliser, il n'y a rien de mieux que des humains qui sont, par exemple, dans des espaces éco-transport. C'est une des activités de voiture éco, des maisons des transports, etc. Et là, vous avez à l'intérieur de ces endroits, ça c'est l'intérieur de la précédente photo, des conseillers en mobilité. Ça se fait, par exemple, à Toulouse. Ça commence à se faire à Paris. Je ne sais pas si ça se fait à Bordeaux. Pas encore, peut-être. Il faudra le faire. Ce sont des gens qui sont formés pour vous expliquer comment utiliser les différents modes de déplacement. Et surtout, leur qualité première, c'est pas tellement de vous expliquer, c'est déjà ça, mais c'est surtout de vous rassurer. Parce que, par exemple, on dit toujours le vélo en ville, c'est très dangereux. Or, c'est le mode de déplacement le moins dangereux de tous. Parce que c'est là qu'on a le moins d'accidents, en tout cas graves, parmi tous les modes de déplacement. Donc il faut expliquer, il faut rassurer, il faut montrer. Et c'est ce genre de lieu qui permet de faire ce genre de choses. Et puis, la dernière chose, et c'est la conclusion de mon intervention, il ne faut pas oublier les oubliés de la mobilité. On parle toujours de ceux qui, aujourd'hui, savent déjà se déplacer. On a fait un grand progrès, c'est qu'on commence à s'occuper des personnes en fauteuil roulant. On commence, mais depuis, il y a la loi de 2015 qui date quand même d'une dizaine d'années. Donc, on prend en compte le fait qu'il va falloir... 2005 ? Oui, mais elle est à mettre en application pour 2015, donc c'est 10 ans. Qu'il va falloir tenir compte des autres. Mais il y a, par exemple, les personnes occasionnelles dont on parle que rarement. Et, par exemple, à Madrid, dans les transports en commun, en permanence, une personne sur 4 qui se déplace est un étranger. Donc quelqu'un qui ne parle pas la langue du lieu dans lequel il se trouve. Et donc, par exemple, quand vous allez en Chine et que vous êtes dans un aéroport, ça ressemble à ça. Enfin, c'est plutôt au Japon, d'ailleurs, ça. Mais... Oui, c'est au Japon, oui. C'est parce que moi j'ai été en Chine et ça m'a fait le même effet. Mais effectivement, au Japon, voilà, vous regardez le tableau de bord, vous avez beau avoir un truc qui vous dit comment aller à Gisors, si c'est écrit en japonais, ça vous dit pas grand-chose. Et donc, par exemple, d'autres innovations dont je vais parler peuvent être utiles pour les touristes. Mais les touristes, c'est pas seulement les touristes. Dans la commune où j'habite, il y a 10%, donc en banlieue parisienne, il y a 10% des habitants qui sont des Sri Lankais. Et ils parlent grosso modo leur langue. Et puis vaguement des quelques notions d'anglais. Et pour eux, il n'y a rien. C'est-à-dire que personne ne sait s'adresser à eux, si ce n'est eux entre eux. C'est quand même un léger souci pour eux de mobilité. Donc ils font partie des gens qui sont oubliés dans la mobilité, puisqu'on ne s'adresse pas à eux, pourtant ils habitent là, ils travaillent là, etc. Et parmi, donc justement, il y a les occasionnels, et puis il y a les gens qui sont en permanence, ce que moi j'appelle les assignés à résidence par défaut. C'est-à-dire ceux qui ont du mal ou qui n'arrivent pas du tout à se déplacer. Parmi eux, bien sûr, les personnes à mobilité réduite. On a parlé des personnes en fauteuil roulant, mais il ne faut pas oublier, vous me contrôlerez peut-être sur le chiffre, mais que je veux dire, l'immense majorité des personnes classées handicapées en France sont des handicapés mentaux. Et donc, par exemple, vous avez des gens qui ont peur de prendre les transports en commun. Et avec Voiture Éco, on accompagne des gens comme ça. Eh bien, ceux-là, on les oublie systématiquement, parce qu'on leur dit, voilà, vous avez l'application, vous n'avez qu'à l'utiliser. Oui, mais ils ont peur. Et la peur, l'application technologique, elle ne fait rien face à ça. Donc il y a besoin d'un accompagnement. Les sourds, les aveugles. À Nancy, la SNCF a développé une application formidable qui pourrait être ensuite dérivée pour les touristes. C'est la lecture, tous ces panneaux là qui vous donnent les informations qui sont visuelles, pour les aveugles, pardon, pas pour les sourds, eh bien elles sont transcrites en oral lorsque la personne qui est équipée de l'équipement, en auditif, arrive près de l'arrêt de bus ou de l'arrêt de tram qu'il veut emprunter. Et ça lui dit prochain train dans 4 minutes, prochain train dans 6 minutes, etc. Ensuite, il suffit de le mettre, la même chose, dans une autre langue, de le mettre sur les téléphones portables, enfin il suffit, c'est des développements à faire, mais on peut comme ça aider non seulement les personnes à mobilité réduite physique ou mentale, mais aussi les autres. Et puis on oublie les vieux, les jeunes, les pauvres, les illettrés, et notamment, voilà, une des dernières actions de Voiture Éco, c'est la difficulté des gens en insertion à se déplacer. On parle souvent des questions de coût du déplacement, mais en fait, très souvent, les transports en commun, par exemple, on paye entre 25 et 40% du prix réel des transports en commun. Il y a souvent de la gratuité pour les gens qui sont au RSA, etc. Mais pour autant, c'est très difficile pour eux de se déplacer. Notamment parce que quand vous êtes magasinier dans un hypermarché et que vous devez embaucher à 4 heures du matin, vous avez beau avoir la gratuité des transports en commun, il n'y en a pas. Et donc, il faut les accompagner. Il faut mettre en place des systèmes alternatifs qui leur permettent de trouver un moyen d'aller au travail. Et tout ça, c'est de l'accompagnement humain
avec des diagnostics personnalisés. Ça prend beaucoup de temps, ça coûte de l'argent, mais c'est des externalités positives. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des gens au chômage, on les aide à retrouver un travail, et donc c'est évidemment quelque chose de très positif. Voilà, je ne sais plus si j'ai... voilà, c'était la fin. Donc ne pas oublier les oubliés de la mobilité, une fois qu'on a informé tous les autres de comment se déplacer. Je vous remercie.